Alors, bonjour. Peut-être on va commencer cette deuxième table ronde. Je redéfinis le titre parce que je le trouve important au regard des invités de cette table ronde. Donc, c'est en finir avec le racisme et les discriminations. Deux points. La République à l'épreuve des faits. Alors, pour traiter ce sujet, à ma droite, nous avons Thomas Brantôme, qui est historien du droit, maître de conférence à l'Université de Paris-Descartes et qui justement a publié récemment une première histoire de la République en France. Je précise, en France, il le reprécisera. Voilà. Et donc ça va être à travers ce regard-là qu'on abordera les questions du racisme et de la discrimination. Ensuite, je donnerai la parole à Michel Sibony, qui est, excusez-moi, je reprends mes fiches, j'ai peur de faire membre de, voilà, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix et membre de la coordination nationale de l'UJFP. Voilà. Ensuite, je donnerai la parole donc à Pierre Tartakovsky, qui est président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Et enfin, nous finirons cette première table ronde par la projection d'une vidéo de Emilia Rogue, qui est docteur en sciences politiques, donc qui est spécialiste de l'intersectionnalité, mot nouveau, intersectionnalité, qui ne pourra être là parce qu'elle habite Berlin, mais qui nous fait qui nous propose son point de vue à travers une vidéo de 10 minutes qui clora cette table ronde. Alors peut-être pour commencer rapidement, justement, Thomas Brantôme, qu'en est-il de cette histoire de la République au regard du racisme et de la discrimination ? Merci Madame la députée. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici. Je remercie Madame la députée Danielle Obono pour son invitation, ainsi que le travail de ses assistantes qui ont fait du grand et beau boulot. Et merci aux premiers participants de la précédente table. Alors, évidemment, 10 minutes, vous faire l'histoire de la République, un livre sur lequel j'ai travaillé 5 ans, et qui fait 1100 pages, c'est un peu injuste, c'est une souffrance. Donc on va essayer de mettre des petits points comme ça et ensuite on laissera les tracer les uns avec les autres. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet directement et poser avec vous la question: la République peut-elle lutter contre les racismes et les discriminations ? Autant commencer par le terrain, autant commencer par les concernés. Et donc, je me suis posé cette question de mon enfance. J'ai grandi en banlieue et je me disais, est-ce que lorsqu'on était jeune avec mes copains, qu'on jouait au basket ou au foot ou qu'on était dans la rue, est-ce qu'on se posait la question de la République ? J'aurais envie de vous dire non. J'aurais envie de vous dire, on ne se posait pas cette question-là. On en avait d'autres, je crois que ce n'est pas le sujet, mais ce n'est pas cette première question qui venait. Et donc, je me suis demandé si finalement on n'avait pas un rapport à la République comme ce beau livre de Beckett qui est En attendant Godot. C'est-à-dire qu'on avait conscience que ça existait, il y avait quelque part cette vapeur évanescente, mais en même temps, elle n'était pas extrêmement là. Est-ce qu'on l'attendait ? Probablement. À quel point ? Alors, si je vous fais une vision un petit peu triste et poétique, vous savez, j'avais cette image des lumières de la tour Eiffel qui tournaient, j'avais l'impression que ça n'allait pas jusqu'à nous. Bon, au final, il suffit d'agrandir la focale et peut-être qu'un jour, cette lumière peut apparaître. Cela dit, une fois que je me suis dit, on ne se posait pas cette question, par mon travail de chercheur et d'universitaire, j'ai commencé à la poser, cette question. Tous les mois, je fais ce travail d'aller dans les quartiers, d'aller en banlieue, mais aussi dans le périurbain et la ruralité. Et moi, je la pose, cette question. Je dis, qu'est-ce que la République pour vous ? Je suis souvent associé d'un chorégraphe, Bouziane Boutelja, qui essaye de poser les mêmes questions, mais cette fois-ci par la danse. Et là, on arrive à un deuxième rapport à la République. Je dirais que c'est un rapport caractérisé par la tension. Il y a une forme de tension. Tension pas au sens où on le pense, tension qui est le fait qu'il y aurait une différence entre le fait que ça puisse être une valeur aimée, mais en même temps une valeur aimée où on se demande si finalement elle mérite d'être aimée parce qu'elle peut être décevante ou parce qu'elle soumet chacun à ses doutes.
Qu'est-ce que j'entends par le fait que c'est une valeur aimée ? Moi, j'y pense, par exemple, lors de la Coupe du Monde, Griezmann, qui est un grand attaquant de l'équipe de France, il a terminé lors d'un match en disant « Vive la République ». Je pense aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont remis en place des symboles de la République. Il y a des Mariannes, il y a des bonnets phrygiens, il y a des drapeaux. Je pense aussi à l'art de rue, le street art, auquel je suis très attaché, qui par exemple a fait une très belle fresque reprenant la liberté guidant le peuple de Delacroix pour la Révolution de 1830, et en fait avec des Gilets jaunes. Donc ça veut dire que le référentiel républicain est là, mais on pose toujours la question de sa réalité et de son effectivité. Et pour les plus pessimistes, les plus mélancoliques, je pense notamment au texte de Kerry James, quand il était avec Idéal J, ou quand ensuite il a fait sa carrière solo, la question de la lettre à la République, etc. On aboutit à ce que le philosophe Abdenour Bidar a appelé un dépit amoureux. Et c'est indubitable qu'il y a ce dépit amoureux. Mais donc, au final, c'est pas le rejet de la République et ses valeurs, c'est la tristesse que la beauté de ces valeurs ne semble pas mis en application au quotidien. Alors, moi, le propos aujourd'hui, et qui est en fait mon travail en ce moment dans mes interviews et mes interventions, c'est un travail de resignification. Je veux redire ce qu'était la République à ses origines, dans sa sémantique, son étymologie, son combat, et ensuite essayer de dire que la République, c'est pas un mot vide de sens. C'est un mot qui, lorsqu'il est resignifié, doit engager, voire, si j'étais un petit peu plus sulfureux, doit obliger les politiques, obliger les acteurs publics. Alors, ce travail de signification, de resignification, il m'amène à vous dire en quelques minutes, puisque je prendrai 10 minutes, ces principes, les fameux principes de la République. D'abord, avant de dire les principes, et comme nous a appris la philosophie politique du XXe siècle, souvent il faut passer par une déconstruction. La déconstruction, c'est l'impensé négatif que nous avons tout en partie dans cette salle. Il faut se le dire, le XXe siècle est un moment de grande mise en négativité de la République. Je suis un enfant des années 80, les mots République, nation, laïcité, drapeau tricolore, lorsque dans les années 90, avec mes copains de quartier, vous mettiez ça en avant, on vous disait facho. Avec toujours cette espèce de bizarrerie, parce que mes copains, quand on écoutait le 113 avec Rimka, en fait, il y avait cette mode d'avoir des manteaux de cuir où il y avait le drapeau algérien, le drapeau tunisien, etc. Et puis un jour, je disais, mais vas-y les gars, on met le drapeau français. Ils m'ont dit facho. Je dis, bah mince, j'ai dit arrêtez les gars, vas-y, on met un jour sur deux, on met nos différents cuirs. Oh, je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu plus possible. La raison, faut me réinviter une autre fois pour en discuter. Les responsabilités, elles sont collectives. Il y a eu évidemment le traumatisme en fait, de la Seconde Guerre mondiale qui a amené une chaîne d'équivalence dans notre tête. C'est pour ça que je parlais d'inconscient ou d'impensé, qui dit République dit nation, nation dit nationalisme, nationalisme dit fascisme, fascisme dit Shoah, dit guerre, c'est fini, hop, emballé, pesé, on arrête. Donc, évidemment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une vraie méfiance, pour ne pas dire une défiance vis-à-vis de ces schèmes, vis-à-vis de ces mots. Et donc, la gauche, progressivement, va abandonner ces mots-là, ce référentiel, qui pourtant, par exemple, dans le Parti communiste, était très important. On faisait chanter Maurice Thorez, il tenait à la fois l'Internationale et la Marseillaise. Jaurès, évidemment, avait fait cette synthèse pour montrer comme la République jacobine est un logiciel fondamental de la gauche. Mais on va abandonner ce référentiel-là et, histoire d'avoir une double peine, l'extrême droite, après, va faire un hold-up. Et c'est là où on se retrouve en fait dans les années 90 avec mes copains, où finalement la seule fois où on voit le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est quand on le voit avec la flamme. La flamme de l'extrême droite qui évidemment par mon antiracisme intrinsèque, qui était notre premier combat politique, faisait qu'il y avait une inadaptation, une inéquation fondamentale. Et pourtant j'aimerais rappeler aux gens de cette salle que quand on regarde la correspondance privée de Marx, au moment de la Commune, il termine une lettre en disant « Vive la République ». Je voudrais rappeler que la grande Louise Michel, que j'aime tant, elle parle dans ses souvenirs de notre République chérie, avant la Commune, qui évidemment entraîne en fait une distorsion, puisque, oui, Thiers fait massacrer lors du 21-28 mai au nom de la République. Mais dans mon livre, c'est bien pour ça que je dessine pour la première fois une typologie en 4 des sensibilités républicaines, pour montrer qu'il y a des sensibilités républicaines jacobines, plébéiennes,
conservatrice et libérale. Et quand on dit ça, on arrive à comprendre quelle tradition républicaine peut être remise en place. Alors pourquoi Marx, Louise Michel, Saint-Just, Robespierre ont pu aimer cette République? Je vais en dire quelques points. D'abord, parce que la République, en un mot, s'il fallait que je le dise en une phrase, et si Madame Obono m'avait dit une phrase, j'aurais dit la République, c'est le bien commun, et je serais parti. Voilà ce qu'on doit rappeler, voilà ce qu'on doit resignifier, voilà ce qu'on doit marteler. Étymologiquement, ontologiquement, la République, c'est le bien commun. C'est Aristote au 5e siècle qui met ça en place dans sa taxinomie des régimes, et il dit qu'est-ce qui caractérise un régime républicain? C'est quand il sert le bien commun. Donc ça, c'est fondamental, il faut le rappeler. Cette idée du bien commun chez Aristote va s'appeler la politeia en grec, qui, repris par les Romains, trouvera un beau mot en latin qui veut dire chose publique, qui est la res publica. Évidemment, là, tous les mots, en fait, résonnent, scintillent ensemble en miroir, puisqu'effectivement, bien commun, chose publique, res publica, tout ça doivent être réarticulés. La deuxième chose, puisqu'évidemment les révolutionnaires le savaient, c'est que la République est issue de la nation. Alors effectivement, là, le bas blesse, puisque je l'ai dit, le mot nation fait très peur, et moi-même, quand je le dis, je suis évidemment pas forcément à l'aise, mais là aussi, faisons ce travail de généalogie, revenons à l'idée de nation, d'où il vient. Alors, il y a une très belle thèse de Ahmed Slimani qui parle de comment on a utilisé ce concept de nation, qui d'abord était au pluriel. Dans la monarchie, on parlait des nations, la nation artésienne, la nation provinciale. Mais au bout d'un moment, la nation, pour le dire très rapidement, devient le contre-projet à la monarchie. C'est-à-dire, on a un projet unitaire qui est la monarchie, et on va mettre en place, face à ça, l'idée de nation. Le grand artisan de la nation comme projet révolutionnaire, c'est évidemment Sieyès, qui, dans son pamphlet de janvier 1789, « Qu'est-ce que le tiers-État ?» vendu à 30 000 exemplaires, nous pose la première définition. Qu'est-ce que la nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et une même législature. Cette définition, je l'adore, parce que tout de suite, elle nous permet de poser quelque chose de fondamental, une frontière intangible qui nous sépare des nationalismes d'extrême droite. Le critère de la nation pour les révolutionnaires et les républicains originaires est un critère non ethnique. Non ethnique. La définition de la nation, je viens de le dire, c'est un corps d'associés vivant sous une loi commune. Il est nulle question d'origine, nulle question de sang, nulle question de couleur. Si on faisait tout un colloque sur la nation, évidemment, on irait à l'autre bout du siècle et on ferait la grande opposition entre Renan et Fichte, c'est-à-dire la tradition allemande qui, elle, parlait du Volksgeist, c'est-à-dire de l'esprit d'un peuple, et qui disait « vous êtes allemand malgré vous ». C'est-à-dire, dès lors que vous parlez allemand, dès lors que vous avez des parents allemands, où que vous soyez, vous êtes allemand. C'est-à-dire, ça s'imposait à vous. Renan dit la fameuse phrase dans Qu'est-ce qu'une nation, sous la Troisième République. Non, la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est donc, en fait, la volonté d'en être, la volonté d'accepter. Sur quoi? Sur quelle base? Si ce n'est pas ethnique. C'est sur une question de valeur. D'abord, je le dis, j'ai la même définition sur la gauche que sur la République. La gauche et la République doivent être consubstantielles, et la définition, c'est la lutte contre l'ordre injuste. Il y a deux moments fondateurs. Le premier moment qui est la Révolution française avec la lutte contre l'ordre injuste, qui est la monarchie absolue, les privilèges et la société d'ordre. Et le deuxième moment fondateur, marxiste, saint-simonien et socialiste, qui est 1830, la lutte contre le libéralisme économique et le capitalisme. Et dans cette lutte contre l'ordre injuste, au début de la Révolution et de la République, on touche à notre sujet aujourd'hui, la République, c'est son troisième point, est universelle. Elle se pose nécessairement comme étant universelle. Alors très vite, forcément dans une journée comme aujourd'hui, vous allez me dire, l'universel c'est un beau mot, mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Ce que je mets derrière, c'est tout de suite des actes. Les actes, c'est d'abord que tout de suite, on va donner le droit de vote à des gens qui ne l'avaient jamais eu dans l'histoire de l'Europe, qui sont les protestants, sous l'Assemblée constituante. Tout de suite, on va donner le droit de vote à des gens qui ne l'avaient jamais eu en Europe, qui étaient les Juifs. Tout de suite, on va le donner à des personnes qui n'avaient jamais eu le droit de vote, qui étaient ce qu'on appelle les hommes libres de couleur. Ça veut dire que c'est tout de suite des actes en adéquation avec cette idée d'universalité. Protestants, juifs, il n'y a pas de musulmans à l'époque, mais ils auraient été considérés dans cette même logique, ainsi que hommes de couleur, sont tout de suite mis dans cette citoyenneté.
Et je rappelle que des personnes peuvent me dire oui, mais quid de la colonisation? Je rappelle que par exemple Robespierre, dans le discours du 15 mai 1791, dit cette phrase incroyable. Lorsqu'il voit qu'une partie du Parti patriote décide de reculer sur l'idée du vote des couleurs parce qu'ils sont gênés économiquement, parce qu'ils ont des parts dans les colonies, Robespierre va dire ce discours exceptionnel, il va dire « périssent les colonies plutôt que nos principes ». Donc Robespierre, dès 1791, dit « je préfère qu'on perde nos colonies avec sa puissance financière plutôt que de ne pas être fidèle à nos principes ». Donc ces phrases-là, elles existent, ces mises en place, elles existent, et elles aboutissent sur une grande date qu'on ne connaît pas assez, je regrette, moi je la célèbre chaque année, qui est le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage. Nous sommes un des premiers pays, après le Portugal et le Danemark, à mettre en place la fin de l'esclavage. Je m'en honore parce que pour moi, évidemment, ça concerne l'humanité tout entière. Les États-Unis et l'Angleterre ne feront que nous suivre. Alors, je fais ma deuxième partie et je m'arrête sur cette deuxième partie. D'abord, je veux dire que la République ne doit pas être ontologisée sur ces questions-là. Il ne faut ni être un républicain béat et dire grâce à ces principes, tout va bien en République, ni être un républicanophobe. Il faut tout de suite voir qu'à travers l'expérience du XIXe siècle, on voit la différence. Quand Napoléon prend le pouvoir en 1802 et qu'il récupère une partie des colonies qui avaient été prises par l'Angleterre, il laisse l'esclavage là-bas. On voit donc qu'il y a une différence entre l'Empire et la République. Lorsque la Restauration se met en place en 1814, on empêche le fait que les hommes de couleur soient citoyens. Lorsqu'il y aura le Second Empire, on empêche aussi qu'ils soient citoyens. Là, nous avons donc des éléments factuels, juridiques, historiques. Il y a une différence entre lorsque la République est au pouvoir et lorsqu'elle ne l'est pas. Cela dit, évidemment, tout est imparfait. Et donc, je renvoie à un très beau livre de Sylviane Larcher qui s'appelle « L'autre citoyen, l'idéal républicain, les Antilles après l'esclavage ». Elle a fait un travail de chercheur, c'est une thèse sous la direction de Rosan Vallon, où elle a essayé de dire quid de la réalité dans les colonies, notamment dans les Antilles, de ces valeurs républicaines. Et elle exhume une tradition que je crois assez oubliée dans ce que j'appelle cette guerre de tranchées entre les républicanistes béats et les républicanophobes. Elle nous dit que en 94, en Haïti, 93-94, la fameuse révolte qui amènera à Toussaint l'ouverture et l'indépendance d'Haïti est faite au nom de la République. Il y a le serment du bois caïman, qui est un parallèle du serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Ça a du sens. Toussaint l'ouverture, il s'honore d'avoir la cocarde tricolore. Toussaint l'ouverture, il est jacobin. Il est jacobin. Je continue rapidement ma plongée dans l'histoire. 1833, les Anglais abolissent l'esclavage. En France, nous sommes sous la monarchie de Juillet, donc comme c'est la monarchie, à nouveau, on est sous l'esclavage. Dans les colonies, on crie « Vive la République, vive la liberté ». On appelle la République à nous, parce qu'on sait que c'est l'égide, c'est le bouclier, c'est le glaive qui peut permettre d'arracher ces chaînes. Et très vite, cette réalité prend corps. 1848, 24 février 1848, on proclame la République à Paris. Dès que les colonies l'entendent, et j'aime beaucoup ce que dit Sylviane Larcher, beaucoup de nos ancêtres esclaves n'ont pas attendu le texte des lois. Dès qu'ils ont su qu'on était en République, ils ont fait des révoltes et ils ont proclamé la fin de l'esclavage avant même que l'Assemblée constituante le dise. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Sylviane Larcher nous dit « Vive la liberté, vive la République ». Et c'est cette tradition un peu oubliée, et je m'arrête là-dessus, que j'aimerais qu'on se rappelle. Nous montrer que, au fond, cette République, lorsqu'on la renoue avec son contexte des origines, elle entraîne que Victor Schœlcher, donc le grand abolitionniste donc de la date référentielle du 27 avril 1848 qui abolit définitivement l'esclavage, il a un très beau texte où il nous dit « L'esclavage nous permet de penser le prolétariat. Ce sont deux mêmes aliénations. » Nous avons des gens comme Louis Blanc, un des fondateurs du socialisme en France, qui dit « Ces chaînes qui enchaînent les esclaves, elles enchaînent maintenant les travailleurs dans les ateliers. » Donc là aussi, comme il a été dit tout à l'heure par M. Vidal, qui disait « Ne hiérarchisons pas dans la question des luttes contre les discriminations », je dis que la lutte pour l'égalité, c'est aussi une porte d'entrée pour l'égalité de manière générale, et notamment l'égalité économique. En conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire ?
c'est que je suis complètement convaincu qu'il y a un hiatus chez nos concitoyens entre les principes républicains et la réalité. Et ce hiatus me tord. À chaque fois que je suis dans les quartiers, à chaque fois que je sais que quelqu'un souffre, je me dis que nous devons faire plus. Et ce colloque doit être une des pierres, en fait, de ce combat de tous les jours. Mais je rappelle, avec Hannah Arendt, que si les déclarations des droits de l'homme peuvent être insuffisantes, et elles le sont, elles ont quand même posé ce principe fondamental du droit d'avoir des droits. C'est au nom justement de ces premières déclarations, celles de 89, mais aussi celles de 1793 sous la Convention montagnarde, qu'on peut en permanence revendiquer cette espèce de droit naturel de l'homme. Aussi, la proposition que je vais faire à cette salle et au groupe de la France Insoumise, c'est que critique de la République devons-nous faire? Oui, mais une critique au nom de la République. Une critique au nom de ses valeurs, en fait, lorsqu'elles étaient dans le berceau de cette première République, de celle de 1792. Parce que la République est un projet que aucun autre régime n'a su mettre en place, c'est-à-dire la dignité pour tous. Ce principe qui dépasse la question matérielle, c'est avoir de la dignité. Et seule la République peut le dire. Alors pour ça, il faut deux choses. D'abord, et je termine sur cette phrase, un travail de resignification. Qu'est-ce que la République? C'est la souveraineté du peuple, c'est la passion de l'égalité, comme disait Tocqueville, c'est l'amour de la loi pour tous. Donc ces choses-là, on doit le rappeler. À tous ceux qui se réclament de la République, et comme disait Pierre Nora dans un mot ironique, qui sont dans la course à la République, mettons-les en demeure de dire « Êtes-vous fidèles à ces principes-là » Donc, travail de resignification et travail de continuation. La République est une révolution, la République est inachevée, alors continuons-la. Je vous remercie. Non, mais c'est très important. C'est important, effectivement, de redéfinir aussi bien les termes que leur histoire et les processus. Et on entend bien que la République, le principe, en tout cas, de la République, est garant de cette lutte contre les discriminations et garant de l'égalité. Il n'est même plus question d'être garant d'une lutte, mais garant d'une égalité. Pourtant, à l'épreuve des faits, et vous l'avez dit aussi, les faits nous montrent autre chose. Peut-être, Michel Sibony, si vous pouvez nous raconter l'expérience d'un acteur associatif dans cette République qui, justement, se heurte à ces principes d'égalité. Je vous remercie. Et je remercie particulièrement Daniel Obono pour cette invitation dans ce colloque, ma foi, tout à fait intéressant. Je vais démarrer directement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je vais m'intéresser à la question de l'antisémitisme parce que c'est une question qui occupe de fait le devant de la scène en ce moment. Et c'est une question qui occupe aussi particulièrement l'Union juive française pour la paix, dont je fais partie, et dont nous nous sommes emparés très tôt dans le cadre de la montée du racisme en France. Je rappellerai, pour commencer, le partenariat que nous avons constitué en 2002, au début des années 2000, très tôt, avec la TMF, l'Association des travailleurs maghrébins de France. Partenariat dont le fondement était de signifier partout où c'était possible que la ligne de démarcation voulue par les thèses néoconservatrices qui étaient en train d'arriver chez nous, et qui séparait l'Occident judéo-chrétien de l'islam, le bien du mal, passait pour nous ailleurs. Cette ligne de démarcation, elle passait entre le droit et le déni du droit. Et que dans ce découpage, juifs et arabes n'étaient pas à gauche et à droite de la ligne, mais pouvaient se trouver du même côté, ce qui était fondamental pour nous. Je me souviens d'un événement de 2002, où la TMF de Gennevilliers nous a demandé d'intervenir avec elle, parce qu'il y avait des tags assimilant Étoile de David et Croix gammée qui étaient apparus dans la cité, dans une des cités, suite à la réinvasion de Ramallah, Naplouse, Jenin, etc., par l'armée israélienne. La TMF de Gennevilliers a battu le rappel dans les cités et nous nous sommes intervenus ensemble avec une invitée de plus, qui était une invitée militante israélienne de Taayouch. Taayouch est un groupe judéo-arabe israélien, qui ce nom signifie en arabe la vie ensemble, et qui intervenait à l'époque ensemble pour apporter de l'aide étiquetée juive et arabe dans les territoires occupés.
Et cette militante, Esti, je la nomme, avait apporté avec elle un film sur leurs actions qu'elle a montré. Franchir notamment des checkpoints pour apporter de l'aide donc, dans les villages des territoires occupés. Elle avait encore à ce moment-là l'épaule plâtrée, conséquence de l'agression militaire qu'elle venait de subir une dizaine de jours avant. Notre rôle à nous, UJFP, était d'expliquer que nous étions juifs et non israéliens, et que nous n'avions rien à voir avec ce que faisait Israël dans les territoires occupés, prétendument en notre nom. Comme ça se disait à l'époque, partout, le CRIF proclamait qu'Israël se battait pour nous, et que nous soutenions plutôt les actions pacifiques et anticolonialistes de nos camarades israéliens. Nous avons expliqué ce qu'était le racisme et sa forme antisémite spécifique, comment on pouvait à la fois lutter contre les préjugés racistes antisémites, comme tous les autres préjugés, et tenir des positions politiques critiques ou non vis-à-vis d'Israël. Qu'il s'agissait de deux registres différents et qui ne devaient à aucun prix être mélangés ou confondus. Il fallait voir l'étonnement des jeunes de la cité devant ceux qu'ils regardaient comme des ovnis. Une Israélienne se faire casser l'épaule par un soldat israélien, des Juifs contre l'occupation et critique d'Israël, et il fallait entendre surtout comment la question de l'antisémitisme, de la confusion des termes qui surgissaient en même temps que le bâillon posé sur la critique d'Israël, puisque déjà à l'époque les critiques étaient assimilées à de l'antisémitisme dès qu'elles émanaient des banlieues surtout, comment cette question de l'antisémitisme, entre guillemets d'ailleurs, s'effondrait devant cette possibilité d'élaboration politique que nous avions réouverte pour eux. Le droit à la critique d'Israël et de sa politique, sans amalgame avec la haine des Juifs, le politique contre le racisme, un programme qui leur était visiblement interdit et qui est plus que jamais d'actualité. À cela, le rapport Ruffin, 2 ans plus tard, en 2004, réservait le racisme comme seule issue, entérinant la dissociation catégorique antisémitisme-racisme, c'est-à-dire faisant de l'antisémitisme un racisme très particulier, à part, au-dessus d'eux, etc., et en posant un concept qui a fait depuis école, l'antisionisme radical de l'extrême gauche et des banlieues, qu'il assimilait à de l'antisémitisme, en réclamant une loi qui, sous bien des aspects, rappelle les exemples de la définition de l'IHRA. Cette fameuse définition que Macron voudrait bien intégrer dans notre système, qui en elle-même est sans intérêt, honnêtement, elle ne renouvelle rien de la définition évidente qu'on peut donner de l'antisémitisme, mais qui par contre, dans ces exemples, qui sont le fruit d'un lobbying hyperactif pro-israélien au sein même de l'IHRA, apporte des modèles de choses sanctionnables qui sont de l'ordre de la critique d'Israël. Des interventions comme celles que je viens de décrire, nous en avons fait des dizaines et des dizaines, j'ose pas dire des centaines, mais franchement, je crois que je suis pas loin, partout en France. Un premier constat s'impose et s'oppose au titre de ce colloque. Il n'y a pas d'égalité de droit dans le traitement des discriminations en France, loin s'en faut. Sous l'influence des néoconservateurs, qui a rencontré le régime postcolonial français, ça a été dit abondamment ce matin, le racisme est devenu un outil de division manié par le pouvoir dans une guerre idéologique contre l'islam radical ou contre l'islam tout court. Le premier problème est le refus d'envisager la dimension idéologique des structures antiracistes mises en place par nos derniers gouvernements. Je prendrai le cas de la DILCRA. Créée en 2012, on se souvient que cet organisme, la délégation interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Créé en 2012, on se souvient que cet organisme a longtemps été dirigé par Gilles Clavreul. Gilles Clavreul, qui ne cache pas son islamophobie virulente à longueur d'intervention, et trouve dans le printemps républicain le cadre d'accueil idéal de ce racisme avatar néoconservateur. Je renvoie d'ailleurs au site de la DILCRA, que j'ai consulté et qu'on peut consulter, où on peut constater l'effet pervers de la séparation antiracisme-racisme, qui agit dans tous les titres, en identifiant d'un côté clairement le racisme antisémite, parce que quand on dit antisémitisme, on voit très très bien de quoi il s'agit. Il s'agit du racisme contre les juifs, pour le dire vite, mais qui du coup anonyme toutes les autres formes de racisme en les résumant en un seul mot, racisme. Donc quand on regarde un site d'un outil gouvernemental pour gérer la question du racisme, il y a les juifs et tous les autres.
Cela provoque un silence massif sur l'islamophobie, la négrophobie invisible, la romophobie, toutes trois très actives dans ce pays, et rien non plus sur le racisme qui frappe les personnes d'origine asiatique. Cette transparence est incroyablement dangereuse, car elle désigne les juifs comme ceux dont on s'occupe en priorité, au lieu de démontrer l'égalité de traitement. Et je ne vous parle pas des 1000 agressions, dont 270 physiques recensées cette année contre les homosexuels et LGBT. On a d'ailleurs beau jeu, après ce désintérêt et cette minimalisation des autres formes de racisme, ou même cette négation, parfois, concernant l'islamophobie, d'attaquer le CCIF, par exemple, qui s'est constitué sur ce vide, en défense de victimes abandonnées. De même, des rubriques comme, je reviens au site de la DILCRA, des rubriques comme « Éduquer contre les préjugés » sont entièrement orientées contre des préjugés supposément articulés sur un problème de laïcité. J'aurais pas dû dire supposément, j'aurais dû dire présupposément articulé sur un problème de laïcité. Suivez mon regard. Je cite les référents. Mémoire, citoyenneté, je cite, pardon, les référents mémoire, citoyenneté agiront en articulation étroite avec les équipes académiques. Laïcité et faits religieux. Placés sous l'autorité du recteur, ils conduiront 2 missions, prévenir et lutter contre les atteintes racistes et antisémites, ou alors plus loin, renforcer le rôle des référents mémoire et citoyenneté en lien avec les équipes académiques laïcité, faits religieux, ou encore systématiser des formations visant à outiller les enseignants confrontés à des contestations d'enseignement, je ne vise personne, ou abordant des questions dites controversées, je ne vise toujours personne. Première difficulté pour gérer cette question. Si l'État affiche un soutien sans faille de la population juive contre les attaques émanant de la société, mais pour lesquelles il désigne toujours les musulmans et relativise le rôle d'une extrême droite montante, il est lui-même l'auteur ou la source de discrimination et éventuellement de la répression de la population musulmane. C'est la police qui pratique le quotidien d'élites faciès et tue des jeunes ou moins jeunes, arabes, noirs, etc. Cette asymétrie violente entre une position de l'État qui discrimine une partie de la population et en protège une autre contre la première, Dixit, ne permet pas d'équilibre de traitement tant que l'État ne change pas radicalement de position pour s'occuper de toutes les formes du racisme et devenir en quelque sorte un État de tous ses citoyens. Parce que, bien entendu, il ne s'agit pas de contester le fait que l'État s'occupe de l'antisémitisme. Il s'agit de contester le fait que non seulement il ne s'occupe pas, mais il provoque du racisme. En ce sens, la séparation antisémitisme et racisme pose problème. Elle accentue ce qui est vécu comme une différence de traitement. Les raisons historiques de cette dichotomie devraient céder le pas sur les urgences de la modernité et de la lutte nécessaire contre le racisme sous toutes ses formes. Deuxième difficulté, on a affaire à une politique du racisme qui est idéologisée et opportuniste, notamment pour ce qui concerne l'antisémitisme et l'islamophobie. Idéologisée et opportuniste à cause du sionisme et de l'alliance politique de la France avec Israël. Il est bien plus utile aujourd'hui de faire porter le racisme anti-juif aux Arabes, aux musulmans, qu'à l'extrême droite, ou par opportunisme aux gilets jaunes quand c'est nécessaire. Pourquoi ne pas évoquer, par exemple, l'importance du syndicat national de la police, Front National ? Pourquoi ne pas évoquer ou s'intéresser à la montée de l'extrême droite aux portes du pouvoir, et parfois déjà dans le pouvoir en Europe et en France ? Le CRIF, comme la LICRA par exemple, comme le gouvernement et bien des médias, minorent cette montée de l'extrême droite et ses effets évidents sur le racisme et les pratiques racistes. L'association étroite antisionisme-antisémitisme voulue par Israël et aujourd'hui le gouvernement français n'a de sens que liée à l'alliance politique affichée entre la France et Israël depuis le tournant du millénaire. Une alliance politique, France-Israël, affirmée au mépris de tous les droits, de l'ONU, des traités, de l'Union européenne, etc. Donc l'impunité garantie à Israël. La destruction de la Palestine et l'interdit d'en être critique favorisent l'antisémitisme. S'il fallait une préconisation, le maître mot serait l'égalité de traitement. Et l'on vient de voir pourquoi elle est impossible, ou du moins pourquoi il faudrait un sérieux infléchissement de la politique sociale
et des relations internationales avec Israël pour favoriser ce changement. Depuis des années, cette même idéologie, ce racisme politique ou d'État, cherche d'ailleurs à imposer les bienfaits de la colonisation en France, voire le dernier incident de Nantes, avec le refus de l'Académie de communiquer sur l'exercice, vous savez, proposé par des enseignants, valorisant les bienfaits de la colonisation, tout en confirmant que cet exercice existe bien. Mais voir la proposition de traitement de l'antisémitisme dans l'éducation nationale, rédigée en partenariat avec la LICRA, sous la direction d'Antoine Spire et de Mano Siri. L'ICRA, qui est d'ailleurs le partenaire favori de l'éducation nationale, nous y reviendrons, et qui avait été retiré, ces fameux 100 mots pour nous entendre, mais il a été retiré non pas parce qu'il est grotesquement sioniste et qu'il pose une forme d'équivalence à nouveau entre antisionisme et antisémitisme, mais juste parce qu'un de ses rédacteurs avait été accusé et jugé pour pédophilie dans le passé. Alors sur la LICRA, il faut quand même noter le nombre de tweets racistes qui s'est multiplié dans les intervenants de la LICRA. Le dernier dessin raciste recadré par Aurélien Taché, de La République En Marche d'ailleurs. Voir aussi, je reviendrai sur la LICRA, j'ai encore quelque chose à en dire, voir aussi le traitement du dit conflit du Moyen-Orient dans les livres scolaires. L'UJFP fait partie d'un groupe de travail sur cette question avec la FPS et le SICUP. Et il y a du travail. Les cartes montrées aux élèves, j'avais écrit fausses. Elles ne sont pas fausses, elles sont non conformes à l'état du droit international. Des textes traitant de la question des réfugiés palestiniens ou de la guerre dite d'indépendance et de la Nakba, je ne vais pas réanalyser le travail qui a été fait, mais je renvoie à la brochure qui a été produite. Et malheureusement, ce groupe de travail, faute de changement dans les nouvelles éditions, est contraint de continuer ses activités. L'UJFP a publié avec une subvention du CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires, une brochure intitulée « Paroles juives contre le racisme », augmentée dans une réédition qui a pris en compte les lacunes de la première. Cette brochure vise un public jeune de collège, lycée ou maison de quartier pour expliquer ce qu'est le racisme historiquement et scientifiquement, comment il s'est développé, ce qu'est l'antisémitisme, ce qu'est l'antisionisme, ce que sont les racismes contemporains et leurs dangers. Cet ouvrage, qui connaît jusqu'ici un véritable succès dans les établissements où nous sommes invités pour le présenter, a été attaqué par Clavreul, qui s'est offusqué de son contenu. Nous rencontrons des lycéens, en tout cas, plusieurs fois par mois, des lycéens curieux, intéressés, motivés à comprendre, qui se sentent visés souvent par des regards malveillants et accusateurs. Comment éduquer des élèves avec ce regard de suspicion permanente d'ailleurs ? On tremble quand on sait que la LICRA reste le partenaire privilégié du gouvernement pour l'éducation nationale, malgré ses choix extrêmement partisans et idéologiques, ses tweets racistes, sa participation active au printemps républicain, dont Stéphane Nivet, le directeur de communication de la LICRA, est également membre du printemps républicain, est connu pour ses sorties islamophobes. Et il vient de conseiller, dans un tweet à Taha Bouaf, qui est militant antiraciste, d'aller se loger chez Jawad, l'hébergeur des auteurs de l'attentat du 13 novembre 2015. C'est ça la LICRA d'aujourd'hui quand même. La moindre des choses serait d'établir une politique antiraciste de l'éducation nationale, fondée sur des consultations croisées et ouvertes à plusieurs associations antiracistes, et de respect des droits humains. L'UJFP a réalisé, toujours avec une subvention du CGET, 10 clips vidéo avec le cinéaste Eyal Sivan sur 10 thèmes du racisme explorés par nos adhérents, afin de lutter contre la propagation des idées racistes, souvent propagées par l'outil vidéo comme celle de Soral ou de Dieudonné. Ces clips ont été traduits en anglais et en arabe, diffusés largement sur les réseaux sociaux. Ils ont suscité une attaque depuis Jérusalem, par une ONG israélienne basée à Jérusalem qui s'est chargée d'attaquer tout ce qui est le mouvement de solidarité avec la Palestine en France. Curieusement, relayé par causeur, d'accord, mais curieusement relayé par Gilles Clavreul,
Ce qui est quand même assez ahurissant et dont on se demande quel intérêt il peut trouver à proférer les contre-vérités qu'il profère pour soutenir NGO Monitors. Le meilleur, c'est pour la fin. C'est Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, qui vient d'être désigné, entre autres, par le ministre de l'Éducation nationale comme chargé de réflexion sur les moyens de lutte contre la propagation de la haine sur la toile dans l'éducation nationale. Et une jeune enseignante en lycée, membre de l'EJFP, s'en est légitimement étonnée, rappelant que Gilles Taïeb, c'est celui qui amalgame sur son blog les Juifs de France à l'État d'Israël. Je cite, « À la différence d'un passé encore trop proche, le Juif n'est plus un orphelin des nations. Il a sa terre aujourd'hui, il a Israël. » Merci, c'est sympa. Depuis Pétain, on ne l'avait pas faite. Qui considère que l'ONU, dont la France est un membre, peut voter autant de condamnations qu'elle veut, elle n'est plus crédible ni audible. J'accélère, voilà. Et surtout, Gilles Taïeb, qui dirige l'APSI, association qui collecte de l'argent en France pour le bien-être du soldat israélien, de cette armée qui tue des manifestants palestiniens non armés, y compris des enfants en Cisjordanie, à Gaza depuis des années. Notre implication, et j'en finirai par là, dans l'antiracisme politique et décolonial, nous a engagés dans une dernière action. La construction avec nos nombreux partenaires, associations racisés, migrants, réfugiés, de quartiers populaires, issus de l'immigration, syndicats et partis, de ce que nous appelons un espace antiraciste respirable, c'est-à-dire non pollué par les idéologies du régime et celles du CRIF. Cet espace a été conçu lors de l'assassinat de Mireille Knoll, parce qu'il nous semblait évident de devoir manifester contre l'antisémitisme, mais il nous semblait tout aussi évident que nous ne pouvions pas le faire à l'époque avec le Front National ou les acteurs de la promotion du racisme en France, qu'ils soient gouvernementaux ou lobbyistes israéliens. Il s'agissait donc de construire un espace de manifestation contre le racisme antisémite et tout autre racisme, dégagé de toute instrumentalisation. Je crois qu'on peut dire que cette première que nous venons de faire, un rassemblement alternatif à Ménilmontant au lieu du rassemblement à République, a été un succès, mais victime de notre succès, nous sommes attaqués, parfois par la gauche d'ailleurs, ce qui nous désole. Je voudrais juste dire un mot sur ces attaques-là. On nous reproche de ne pas assez parler d'antisémitisme, alors que le fondement de cet espace est justement de pouvoir manifester contre l'antisémitisme. Et quoi que nous disions, je crois qu'on nous le reprocherait. Et surtout, on nous reproche d'être trop axés sur son instrumentalisation. Alors, là-dessus, c'est important. Moi, je crois, en tout cas, que l'instrumentalisation n'est pas un aspect mineur, c'est un élément majeur dans la lutte contre le racisme. Elle signifie que ceux qui l'utilisent utilisent l'antisémitisme, un racisme qui tue, nous l'avons rappelé, au service d'un autre agenda que la lutte antiraciste. Et c'est très grave, que ce soit pour liquider le mouvement social des Gilets jaunes, pour faire avancer un autre racisme, l'islamophobie, dont on a besoin au service de la cause, ou pour faire avancer la cause israélienne. On détourne le public de ce racisme lui-même et des vraies solutions pour le réduire. On fait peser sur les Juifs les objectifs de cette manipulation. En plus, ce serait à cause d'eux que le mouvement social des Gilets jaunes serait éliminé. Ce serait à cause d'eux que l'islamophobie se développerait, ce serait à cause d'eux que l'agenda israélien avancerait dans notre pays. On favorise ainsi le développement des thèses complotistes et de l'antisémitisme. L'instrumentalisation brouille les esprits, fait écran entre l'individu et l'acte raciste. Ni les victimes de l'instrumentalisation, ni ses détracteurs ne sont plus en situation d'appréhender l'antisémitisme pour ce qu'il est. Et pour conclure, je partagerai ici un sentiment qui traverse nos associations. Nous nous sentons aux portes du fascisme en France, un moment où nous avons besoin d'un espace antiraciste, large, ouvert, clair, dégagé de toute instrumentalisation, prenant en compte la nécessité d'écouter et de travailler d'abord et avec les victimes du racisme et les groupes racisés et non à leur place. Et nous n'y sommes pas encore, et c'est parfois à gauche, au sens large, là où nous pouvons trouver notre élargissement et nos convergences, que nous sentons les hésitations, ce qui ne cesse de nous inquiéter. Je vous remercie. J'ai zappé la fin. Non, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à déborder sur des thèmes qui sont, selon chaque angle de vue, sont très riches, quoi.
Alors je vais essayer une synthèse entre une république qui est garante de tout et en vérité une république qui, on va dire, fait des discriminations entre les discriminés, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il y a des... et qui, alors, est-ce que c'est la République ou c'est plutôt politique, visiblement? C'est une instrumentalisation politique et non pas dans la substance même de la République. Pour autant, c'est des débats qui traversent la gauche, justement, et qui peut-être peuvent être un obstacle, ou qui sont présentés comme tels, ou bon, est-ce un obstacle? Et c'est sur cette multiplicité des formes de racisme que je voudrais interroger donc, le dernier intervenant, Pierre Tartakovsky, de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Bon, évidemment, je partage toutes les frustrations à l'avance que je vais avoir à ne pas pouvoir aborder tout ce que je voudrais pouvoir aborder, parce que le sujet est vraiment très vaste. Donc, pour vous épargner, et aussi parce que ça correspond à un trait de caractère, peut-être je m'exprimerai un peu brutalement et à la hache. Alors, sur un mode léger, je dirais que quand j'étais petit, on me disait que j'avais un nom compliqué. Quand j'ai grandi, on m'a demandé d'où tu viens. La réponse était assez simple, c'était Paris 11e. Et puis, quand j'ai grandi encore, la question s'est faite tellement insistante que j'ai choisi de répondre « Je suis judéo-russo-roumano-bessarabien », ce qui avait l'avantage évident de mettre fin à la conversation. Je dois dire que cette prise de conscience évolutive de mon identité elle-même évolutive ne m'a jamais empêché de dormir et elle ne m'a jamais non plus donné de panacée pour combattre ce que je pouvais ressentir comme étant de la xénophobie, de l'antisémitisme ou de la connerie à l'état pur. C'est pas forcément parce qu'on sait qui on est qu'on sait comment construire un ordre juste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas une citation de Ségolène Royal, c'est construire un ordre juste, c'est-à-dire pour ce qui nous préoccupe ici, savoir comment on peut de manière efficace et performative combattre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. À la limite, je n'ai pas envie de me perdre dans l'océan de leur définition, qui par définition est comme l'univers ne cesse de s'expanser. Alors la Ligue des droits de l'homme, ce n'est pas une association antiraciste, ce n'est pas une association qui combat l'antisémitisme, c'est une association de défense des droits et de promotion de la citoyenneté. Ce qui l'amène évidemment à combattre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations de tous ordres, ainsi que les injustices sociales, dont le champ est infini. Et évidemment, ce n'est pas simple. C'est une approche par les droits, et comme toute approche par les droits, c'est une approche qui court le risque de porter en elle, en France en tout cas, un universalisme extrêmement désincarné, et qui va s'exercer dans l'aveuglement des réalités singulières qui constituent la nation, la société, comme on voudra. Et ça, c'est la première difficulté. Je dirais qu'on ne peut pas faire, si on veut combattre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, l'économie du moment politique dans lequel on est. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Je parle d'une phase longue où ce qui est devenu dominant, c'est le « mais ». Vous pouvez prendre le métro tous les jours, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il est contre les droits ou qu'il est contre l'égalité des femmes et des hommes. C'est très rare. Peut-être y en a-t-il qui le pensent, mais ils ne vous le diront pas. Mais personne ne vous le dira. En revanche, vous rencontrerez des tas de gens qui vous diront « Je suis pour l'égalité des droits, mais… » Et évidemment, on sait que tout ce qui est avant mai, ça ne compte pas. Mais ce qu'il y a après mai, ce n'est pas seulement le racisme, l'antisémitisme, les discriminations. C'est aussi, par exemple, une conception de la justice qui passe par l'équité. On parle beaucoup de la réforme de l'UNEDIC. Eh bien, une des idées qui est mise en avant, pour répondre au mouvement des Gilets jaunes, comme ça se trouve, c'est de dire, bon, y a quand même des salariés qui ont des retraites qui sont plus importantes que d'autres, ce qui est une découverte. On va donc baisser celles qui sont plus élevées que les autres
Comme ça permettra de donner un peu plus à celles qui sont moins élevées que les autres. Ça, c'est mais. On est pour l'égalité d'un système social, critiquable par ailleurs, hein, mais on est pour mais pas pour tout le monde. Voilà. On est pour la France, mais pas pour les racailles. Pas pour les assassins. On est contre la peine de mort, mais pas pour les assassins d'enfants. On est pour une France accueillante, mais à condition que ça se fasse dans des conditions de dignité. Désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà. Et si on se focalise, alors il faut se focaliser sur le racisme et l'antisémitisme, mais si on fait l'impasse du contexte dans lequel il fleurit, contexte qui le nourrit, qui l'alimente, eh ben, on se prive d'une réflexion sur les alliances antiracistes possibles. Or, c'est un défi premier, j'y reviendrai. Parce que le racisme et les discriminations, c'est un fait social global. Hein. Certes, c'est les lois. Certes, c'est les politiques. Mais aujourd'hui, c'est la société française dans son ensemble. On ne peut pas dire « nous sommes nous-mêmes individuellement vecteurs du racisme » et ne pas en tirer la conclusion que se battre contre va être extrêmement compliqué. Et qu'on est pris dans les dynamiques de fragmentation, de diffraction, de différence, de mise en concurrence des individus avec les autres, qui sont portés par le néolibéralisme. Et que, bien évidemment, ça dynamite toutes nos stratégies de résistance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire d'abord que les choses ne sont pas simples. Moi, j'ai participé à l'organisation des manifestations qui ont protesté contre le fait que des gamines agitent des pots de banane sous le nez de Christiane Taubira, qui à l'époque était garde des Sceaux. Je peux vous assurer, il y a eu 100 000 personnes dans la rue sur le territoire français, ce qui est honorable, pas énorme. Et la gauche n'y a pris qu'une très petite part dans ces manifestations. De la droite, nous n'attendions rien. Je peux vous assurer que ce n'était pas facile de faire avec les acteurs racisés. Parce que ce n'est pas parce qu'on est racisé qu'on n'est pas racisant. Et certains acteurs nous disaient nous, on veut une manif sur les Noirs. Hein. Ajoutant, pour qu'on comprenne bien de quoi il était question, les Roms, on n'en a rien à faire. Nous, on est Français. Alors, pour rassembler toutes les organisations syndicales et la majeure partie des associations antiracistes sur cette base, ça nous a fait une nuit blanche et une demi-journée. Alors, c'est bien, c'était nécessaire, il fallait le faire, et finalement, on a débouché. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les gentils, les méchants. On est tous traversés par ça, et ça pose beaucoup de problèmes. Des interventions à la tribune l'ont d'ailleurs parfaitement illustré. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on vient de voir qu'on peut manifester. Et je pense qu'occuper l'espace public, ça contribue à déterminer des normes dans le débat politique, et que c'est très, très positif. Mais après, quand on veut travailler longtemps et en profondeur, c'est très compliqué. Au titre de membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, j'étais rapporteur d'un avis sur le racisme dans le sport. C'est un sujet qui a été labouré par des centaines de sociologues, politistes, spécialistes du sport, spécialistes du racisme, et qui est aussi devenu une sorte de fromage pour certaines associations antiracistes. Comment combattre le racisme dans le sport ? Vous allez invoquer la loi, d'accord ? Vous allez faire de la pédagogie, d'accord ? Alors la pédagogie, vous savez, hein, mon opinion, c'est que c'est comme les affiches en période électorale. Il faut absolument en coller en sachant que ça ne sert à rien. Mais si vous n'en collez pas, vous allez souffrir. Mais vraiment en coller, ça ne suffit pas, quoi. Hein ? Je vois que je parle à des militants dans la salle. Bon. Donc, oui, il faut faire de la pédagogie, bien sûr, mais ce qui compte, c'est les pratiques sociales. Et si on veut peser sur les pratiques sociales, ça veut dire qu'il faut faire pression sur les fédérations, dont certaines sont de véritables États dans l'État. La Ligue des droits de l'homme en sait quelque chose, notamment avec la Fédération française de football, que nous aimons beaucoup. Il faut peser, évidemment, sur tous les militants bénévoles qui encadrent le sport et qui ne sont pas forcément détachés des clichés qui accompagnent, guillemets, la culture du sport.
il faut évidemment peser sur les journalistes. Vous savez, quand vous entendez un chroniqueur sportif qui commente un match de rugby et qui, à un moment donné, comme ça, mais totalement spontanément, et Dieu sait s'il existe, qu'il ne pense pas à mal, qui vous dit « Eh oui, le landais est vif !» Et ça vous plonge dans des états de perplexité infinis. Mais quelque part, on est dans une banalisation du cliché et dans l'assignation à résidence. Alors tout le monde en rit, parce qu'on sait bien que les Landais n'ont pas de difficultés particulières à trouver un logement, un emploi, voilà. Enfin, pas plus que les autres Français, en tout cas. Mais quand on prend la peine d'y réfléchir, on se rend bien compte qu'on est face à quelque chose d'extrêmement banal, jovial, et que pour remonter cette pente-là, c'est un effort considérable qui passe par de la pédagogie, qui passe par de la répression. Vous savez qu'on a porté plainte contre le PSG il y a peu de temps, ce qui nous a valu une visite de Malek Bouti, qui nous a dit, mais je ne présente pas Malek Bouti, qui nous a dit, non franchement les gars, les copains, là vous y allez fort, parce que je vous assure, le PSG, ils sont super sympas. C'est un club, mais c'est un club formidable. On lui dit, mais oui, t'as raison, il est formidable. Mais là, tu vois, il a un peu fauté, quoi. Alors, comme il y a eu faute, il y aura sanction. Mais, et là, on ne peut pas s'en prendre à l'État. C'est ça que je veux dire. Ça existe dans n'importe quel club. Alors, comment on attaque ? Qu'est-ce qu'on préconise à la CNCDH ? On préconise de s'attaquer de manière pacifique au modèle dominant de la compétition sportive. Et on dit d'ores et déjà, il y a en France des dizaines d'associations sportives et de clubs sportifs qui pratiquent le sport autrement, qui ont des pratiques alternatives de la confrontation sportive, du jeu sportif, avec les handicapés, avec le fait que c'est pas essentiel de gagner un match, avec des handicaps, ce qui nous renvoie un peu à des politiques de discrimination positive. Et c'est effectivement en essayant d'avoir ces débats-là qu'on peut-être peser en profondeur sur la société française. Je ne dis pas le sport et l'autoroute. Hein. Il y a le sport, il y a l'éducation, il y a tous les débats sur l'égalité entre les sexes. Mais tous ces champs demandent énormément d'investissement et les associations en ont très peu. Je ne ferai pas passer de Sébille à la fin de la séance, mais c'est un peu l'esprit. Alors, il faut faire jouer la justice, mais il faut la faire jouer avec beaucoup d'intelligence. Parce que personne n'est à l'avance capable de dire s'il gagnera son procès en justice. Et le perdre, c'est un point marqué par les autres. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, c'est pas win-win, il y a les autres, j'y reviendrai. Mais sur la justice, là encore, quel est le moment, le vécu de la justice ? Il y a une dimension politique réelle. Les parquets ne se saisissent pas des affaires de racisme et de discrimination que nous leur signalons. Ils bottent en touche. Pour des raisons idéologiques, mais pas que. Pas que. N'importe quel professionnel de la justice, j'ignore s'il y en a ici dans cette salle, mais n'importe quel professionnel de la justice vous dira qu'aujourd'hui, la justice, elle est sous une injonction écrasante qui est de dire il faut instruire vite et il faut instruire à moindre frais. Or, les affaires de discrimination sont par définition chronophages. J'ai entendu à cette tribune dire il nous faut des décisions rapides, il nous faut une justice rapide. En tant que représentant de la Ligue des droits de l'homme, quand j'entends parler de justice rapide, j'ai toujours un petit frisson qui me court dans le dos. Il faut une justice qui soit efficace. Mais l'efficacité, ça passe par le temps de prendre le temps de rendre justice. Parce que pour être efficace, la justice doit avoir et donner toutes les apparences de la justice. Alors, dernier point. Quelles sont nos difficultés ? Qu'est-ce que nous affrontons ? Moi, je dirais que nous avons 3 risques devant nous qui participent aussi du moment. Et que c'est de ça dont il faut qu'on s'habitue à débattre, en sachant qu'il vaut mieux, finalement, un bon désaccord qu'un mauvais malentendu. Le premier risque, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est de voir nos adversaires gagner. Je ne pense pas qu'il va y avoir un changement de la Constitution faisant de la République française une république raciste. Je ne le pense pas. Je m'en félicite. Mais on peut avoir un gouvernement qui pratique le racisme à très très grande échelle. À très grande échelle. À une échelle telle que ce que nous connaissons aujourd'hui nous rendra nostalgiques. Et dans le débat public,
le risque de banalisation du racisme n'a jamais été aussi important, et pour des raisons complexes qui tiennent à l'affaiblissement de la légitimité du pouvoir d'État aussi et de ses institutions. S'il y a une violence antisémite qui s'est déployée ces derniers temps, c'est pas parce que les antisémites sont devenus plus violents, ou c'est pas parce que les juifs ont fait un truc plus méchant qui nécessite d'être plus violent. C'est une stratégie qui vise à transformer cette espèce d'antisémitisme gentillet qui repose seulement sur des clichés en un antisémitisme militant, de masse. C'est ça l'enjeu. Et oui, il y a bien nécessité d'avoir une lutte spécifique contre l'antisémitisme, qui est un racisme, comme il y a plusieurs racismes. Parce que je suis un universaliste qui pense que l'universalisme est un mot creux si on ne le décline pas sur les singularités, je réclame le fait de décliner l'universalisme sur la réalité historique, anthropologique, tout ce que vous voulez, qu'a été l'antisémitisme en Europe, évidemment, qui n'a pas la même histoire que les autres racismes, qui n'a donc pas la même résonance dans notre société et qui donc ne génère pas les mêmes réflexes politiques. Ça, c'est le premier péril. Voir nos adversaires gagner, littéralement. Vous savez, on a parlé de l'eupénisation des esprits, elle y est, la l'eupénisation des esprits. Et bien maintenant, il y a des groupes identitaires qui considèrent Marine Le Pen comme une social-démocrate, qui, eux, veulent aussi gagner la bataille des esprits. Premier danger. Deuxième danger, c'est l'instrumentalisation et la bonne conscience. Il n'y a rien de pire que la bonne conscience, sauf peut-être l'instrumentalisation, à moins que ce soit le contraire. En tout cas, je déteste les deux. Et c'est extrêmement dangereux. Alors, la bonne conscience, c'est la définition de l'IRA, et on voit bien qu'il y a une part d'instrumentalisation derrière. Mais, vous savez, le pire dans cette définition, c'est qu'elle est inodore, incolore et sans saveur. Parce que vous savez, de vous à moi, dire que les antisémites sont les gens qui n'aiment pas les juifs, comme disait le sapeur Camembert, vous voyez, bon, ça nous fait pas beaucoup progresser. En revanche, les akouskis qu'il y a autour sont extrêmement toxiques. N'y goûtez pas, parce que là, c'est de l'instrumentalisation à l'état pur. Mais il y a d'autres tentatives d'instrumentalisation qui sont tout aussi inquiétantes, et pas seulement pour les racisés, mais pour la République, pour les citoyennes et les citoyens. Par exemple, l'offensive menée par les grands amis du JFP de la LICRA et de SOS Racisme pour sortir le racisme du droit de la presse. Je ne vais pas me lancer dans un cours de droit, mais en gros, si vous écrivez dans un journal que les Juifs aiment l'argent, vous serez poursuivi pour antisémitisme, mais vous serez jugé par la 17e chambre, qui vous jugera dans un cadre légal, qui est celui du droit de la presse, qui est le droit et le fonctionnement qui devrait être celui de toutes les chambres. Voilà, c'est pas une justice rapide. C'est une justice lente qui prend le temps d'expliquer, qui prend le temps de comprendre, voilà. C'est la justice devant laquelle passe le syndicat de la magistrature à cause du mur des cons. Eh bien, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet de progresser. Et ça a une vertu pédagogique. Donc nos amis antiracistes nous disent non, ce qu'il faut faire, c'est de la répression, il faut la faire vite, il faut la faire bien. On bascule dans le droit commun et on cogne très très fort. Avec le risque d'affaiblir considérablement le droit et la liberté de la presse. Parce que bien évidemment, le jour où Dominique Vidal fera un article, c'est super. Le jour où Dominique Vidal fera un article en expliquant pourquoi il est antisioniste, t'es antisioniste, Vidal ? Bon, c'est bien ce qui me semblait. Eh ben, il aura de gros soucis avec la justice. Et il finira avec l'étiquette antisémite sur le front. Ce qui nous fera tous beaucoup rire dans cette salle, mais ce qui aura des effets déflagrants et dramatiques dans le pays. Dernier péril, c'est le plus important. Comment on sort de la fragmentation qui pourrit l'efficacité des forces de gauche, des forces démocratiques et des forces antiracistes. Comment on en sort autrement qu'en disant on va créer un espace respirable? Parce que vous savez, l'espace respirable, je m'enferme dans ma maison, chez moi, je regarde la télé, enfin je regarde certains trucs de Netflix, c'est super respirable. Hein. Mais moi je crois que la politique, c'est justement de respirer avec ceux qui ne sont pas respirables. La fraternité, ça consiste à vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis.
C'est ça la République. On ne choisit pas les citoyens avec qui on vit. Donc comment dans le débat, même avec des gens qui ne sont pas toujours aimables, estimables, fréquentables, adorables, mais qui sont là et qui ont finalement autant de légitimité que nous à y être, comment est-ce qu'on fait pour recréer des fronts de lutte unitaires sur la base de choses qui sont relativement simples? D'abord, on abandonne le « mais ». On se mobilise pas contre l'antisémitisme, mais on se mobilise contre l'antisémitisme. On se mobilise pas contre le racisme, mais parce que vous savez, quand même, les Arabes entre nous, il faut bien dire que bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Non, on est antiraciste, point final. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose au même moment. Il faut qu'on ait ces débats entre nous pour savoir comment on sort des hiérarchies et comment on revient à des solidarités. Mais il faut qu'on les ait entre nous, avec la volonté de les voir aboutir et pas avec la volonté d'écraser l'autre et de montrer que finalement on avait raison. Parce que sinon on va créer énormément d'espaces respirables et finalement, et ce sera le mot de la fin parce que je suis censuré, nous mourrons tous asphyxiés. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir le rôle de censeur. Tiens, d'habitude, c'est nous qui sommes censurés à 2 minutes. Mais non, en fait, c'était surtout pour pouvoir laisser la parole et l'échange au public pour rester 10 minutes d'échange. Je suis ravi, je suis ravi. Et donc, je donne la parole pour les questions. Oui, alors excusez-moi. Oui, la vidéo, vous faites bien de me le rappeler. Justement, comme on manque de temps, la vidéo qui d'ailleurs faisait la transition entre ce débat de ce matin et celui de cet après-midi sera diffusé en début de la 3e table ronde. Voilà. Ce qui permet effectivement d'avoir les fameux 10 minutes d'échange avec la salle. Merci, bonjour. Je voudrais vous remercier en tout cas pour vos interventions. Les interventions ce matin aussi, tout à l'heure, c'était très très bien. Donc moi, je suis Farida Amrani, je m'appelle Farida Amrani. Moi, j'ai vécu, je crois que je cumule les discriminations, en vrai. Déjà, je suis une femme, je suis issue de l'immigration et je suis syndicaliste. Donc, tout ça fait que on vit des discriminations un peu difficiles. Et je voulais en fait, échanger avec vous sur une discrimination que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, puisque je me suis présentée sur une législative et sur une parcelle il n'y a pas très longtemps. Comment dire, face à moi, 6 hommes blancs, la cinquantaine. Donc, ils s'étaient dit, ça aurait été quelqu'un d'autre de la France insoumise, un Bruno, un Thierry, peut-être que ces 6 personnes qui ne sont pas du tout de la même famille politique n'auraient pas fait bloc contre moi, puisque ce n'est pas la France insoumise, là c'était contre Farida Amrani. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ce que je vous dis, ça serait passé, ils auraient pu mettre d'autres candidats et pas s'allier alors qu'ils n'ont rien à voir au niveau politique. Et puis, pendant cette campagne, une journaliste est venue me voir en me disant « Madame Amrani, on dit que vous êtes communautariste. Vous pouvez m'expliquer ?» J'ai dit écoutez, j'aimerais bien vous expliquer, mais je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Donc, mais qui dit que je suis communautariste ? Votre opposant dit que vous êtes communautariste. Donc je lui ai dit écoutez, vous êtes journaliste, donc vous avez la possibilité, vous, de discuter avec lui, contrairement à moi. Donc est-ce que, madame, vous pouvez, la prochaine fois, quand vous allez l'interviewer, lui demander, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il a entendu qui fait qu'il puisse tenir de tels propos, dire que je suis communautariste. Donc elle est revenue me voir, effectivement. Elle a rigolé. Elle m'a dit oui. Je lui ai posé la question, vraiment comme vous m'avez demandé. Et il a dit oui, de toute façon, c'est pareil. Il y a plein de choses, vous verrez. Voilà comment il a jeté ça. Et en fait, je me dis, pourquoi il a dit ça ? Parce que tout simplement, je m'appelle Farida Amrani. Donc automatiquement, je suis communautariste. Parce que je m'appelle Farida Amrani, je suis antisémite. Parce que je m'appelle Farida Amrani, je suis islamiste. Et que je vais faire de l'islam politique, mot que je ne connaissais vraiment pas du tout. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire à la base. Bon, bref. Et donc, tout ça fait que je me dis, on va résister, on va continuer.
parce que c'est ça la République. La République est aussi... je veux dire, moi, je ne m'y retrouve pas dans ces gens-là, dans ce qu'ils représentent. Et donc, je me dis, bon, nous, en tout cas, moi, personnellement, je continuerai. Et puis, avec la France Insoumise, il y a des propositions concrètes, justement, contre les discriminations, notamment le récépissé d'identité, donc, qui a été mis en place. Je suis désolée, mais bon, je vais prendre encore un exemple d'une ville, mais en Espagne. Je ne sais pas pourquoi l'Espagne, puisque ça va faire sourire certains. Et dans cette ville-là, en fait, on s'est rendu compte, le constat était que, effectivement, les contrôles aux faciès ont baissé énormément. On a aussi, pour la France Insoumise, la création d'un pôle judiciaire des luttes contre les discriminations, mêlant en tout cas les citoyens tirés au sort, ça c'est important, associations professionnelles du droit et de la justice, ce qui permettrait en fait de lutter efficacement contre ces discriminations. Quand on est obligé de changer son nom sur un dossier pour trouver un logement, quand on est obligé de changer son nom sur un CV pour trouver un emploi, quand on est obligé de demander à son voisin, qui s'appelle Antoine, d'aller visiter pour lui un appartement, eh ben moi je pense que en tout cas ces méthodes devraient cesser et que la République, moi c'est ce que je pense, que la République en tout cas, et que les hommes politiques et femmes politiques ont tout le rôle à jouer et qui sont responsables. Donc on se doit en tout cas d'arrêter ces façons de faire. Voilà, merci. Oui, pas de souci. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à Daniel pour cette journée. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Mina Idir. Je suis membre de la direction nationale du Parti communiste et en charge de la commission de lutte contre le racisme et pour l'égalité. Et donc, quand j'ai vu que Daniel organisait cette journée, j'ai dit je vais quitter mon sud natal parce que je suis une cumularde. Je m'appelle Mina Idir, je suis maghrébine, musulmane. Je vis dans le sud à Carpentras, ville frontiste. Mais j'ai un petit alibi, mon époux s'appelle Christ. Alors de temps en temps, je m'appelle Mina Christ et ça déstabilise énormément les personnes en face de nous parce qu'ils ne savent pas comment réagir quand on leur dit que nos enfants ne mangent pas de porc, par exemple. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Farida parce que c'est intéressant. Dès qu'on est une femme, de toute façon, quand on fait de la politique, on est un peu montré du doigt. Moi, on m'a carrément dit, quand j'étais candidate aux législatives sur une terre frontiste, que j'étais une salafiste, que je faisais de la taquilla pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent. C'est-à-dire que je dissimule en fait mes croyances, que je suis une méchante salafiste et que j'avais infiltré le Parti communiste. Bon, j'ai répondu que s'il y avait un parti à infiltrer, c'était pas le Parti communiste, j'aurais infiltré En Marche, mais notamment. Mais bon, ça c'est pour mettre un peu d'humour. Je trouve que c'est important. Moi, je trouvais important d'être là parce qu'on s'est croisé avec Daniel à une journée européenne, conférence européenne de lutte contre la montée de l'extrême droite. Et je voulais revenir sur sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est la journée internationale de lutte contre les violences policières. Et ça, j'ai une pensée spéciale à toutes les victimes et aux familles de victimes qui se battent en France, et notamment à Assa Traoré qui mène un combat formidable. Et il y a eu cet attentat ce matin. Et cet attentat, quand on regarde la presse, et quand moi je reçois des mails depuis tout à l'heure, on ne parle pas d'islamophobie, on en a très 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 peu parlé ce matin. Mais par contre, tous les jours que Dieu fait depuis quelques jours, quelques semaines, on a une polémique. On a une polémique Etam, Béziers, Décathlon. Et aujourd'hui, on a une polémique sur l'autorisation du burkini dans une piscine à Amiens. Et donc, c'est reparti pour un tour. Sauf que tout le monde se fout de nous. Je veux dire, quand la presse nous regarde et quand le monde entier nous regarde, il y a un gros problème. Et on se dit qu'effectivement, la France est en retard. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait ce débat parce que la lutte contre le racisme, c'est une lutte politique. Voilà. Le racisme, c'est un rapport social de domination. Il faut vraiment mener ce combat. Et effectivement, il y a des erreurs politiques. Quand je le dis parce que je suis quelqu'un d'assez franche, quand nos députés ont signé la loi dont parlait Pierre sur la LICRA, avec l'accord de la LICRA, j'ai bondi chez moi, nous avons bondi chez nous et nous avons une explication. Tous n'ont pas signé, Dieu merci, mais c'est une erreur politique. Voilà, que les choses soient dites. Je préfère dire les choses clairement. Quand on voit que le terroriste néo-zélandais parle de la France et de la théorie du grand remplacement. Et que, comme m'a dit Michel Sibony a parlé du printemps républicain, on va en parler. Je vous invite à regarder le Twitter de Bouvet, qui reproche à la gauche et aux activistes de gauche et aux méchants pro-islamistes radicaux que nous sommes tous, islamo-gauchistes. Moi, je suis une islamo-coco, j'ai de la chance, ça, c'est mon étiquette. Nous sommes des méchants qui récupèrent. Sauf que hier soir, Le Pen était à la télé.
Voilà. Et que Zemmour, il a la télé quasiment tous les jours. Et que ces idées nauséabondes, effectivement, moi je rejoins ce que disait Pierre. Il y a à se dire que peut-être ce combat, on ne le gagnera pas. Parce que vu comment on se le prend aujourd'hui et comment on se positionne politiquement, moi j'ai de grandes inquiétudes. Alors j'ai 2 petites filles, et à un moment je me dis je vais me barrer. Mais le problème c'est que tu ne sais plus où partir, quoi. À part si on fait une communauté, on achète une île ou je sais pas quoi, mais je pense que vraiment la question, et la question de la convergence politique, parce que la gauche, elle peut se reconstruire sur ces combats. Sauf qu'on est tous timides, tous. Toute la gauche est timide sur ces questions. Attention, Mina, dis pas islamophobie. Attention, Mina, dis pas ça. Attention, les communiqués. Sauf qu'au bout d'un moment, si la parole ne se libère pas, et même chez nous, parce que dans nos organisations politiques, il y a aussi du racisme. Il faut le dire. Il y a de l'antisémitisme. Il y a des tas de choses. Il y a de l'homophobie. Il y a du sexisme. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe au sein du parti, parce que sinon je m'auto-flagellais, mais pour revenir à la notion de république, ce que disait Thomas, moi je vois dans Carpentras, quand je vais dans les quartiers, moi je ne suis pas une enfant des quartiers, moi je suis une bourgeoise, voilà, je suis née dans une villa, etc. Mais quand je vais voir ces jeunes, ils me disent, mais attends, mais la République, elle ne veut pas de nous. La République ne veut pas de nous. Et c'est là où on a échoué. Et quand on ne parle plus de nation, et quand on accepte que le récit national qui soit raconté par d'autres soit celui qui doit être imposé à nos enfants, c'est qu'on n'est pas bon. Et qu'on passe toujours pour les méchants. Moi, ce qui m'affole et qui m'afflige et qui me fait peur, c'est que pour le moment, nous sommes tous montrés du doigt, tous autour de cette table et dans cette salle, comme des méchants, en fait, des méchants gauchistes. Quand Michel Sibony a fait ses déclarations et qui étaient très efficaces et très bonnes, et quand il y a eu cette contre-manifestation, même si ce n'est pas un bon terme, le mot contre-manifestation, il faut tout remettre au même niveau. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Dominique. Tous les racismes. On ne peut pas arriver en France et dire « Ah non, mais moi, attends, je parle que d'islamophobie. Ah non, moi, je parle que d'antisémitisme. » Ça ne marche plus. Ça ne marchera pas. Et je pense que les questions politiques et les débats politiques, ils doivent être portés par tous les citoyens que nous pouvons être, sans avoir peur. Parce que la peur, finalement, elle est dans notre camp aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on a des militants qui n'osent plus s'exprimer, qui n'osent plus prendre la parole. Parce que c'est de suite, je vais couper, de suite, on les met au banc et de suite, on le voit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que la mobilisation, elle est importante. Et je remercie vraiment Daniel pour cette journée, en espérant que qu'il y ait d'autres choses après. Merci. Donc, on va prendre encore 3 interventions, mais il faudrait être court, vraiment 2 minutes, pour pouvoir avoir les réponses et regarder l'heure. Et voilà, et qu'on reste dans le cadre, plus qu'on a déjà débordé, mais enfin bon, qu'on déborde pas trop, quoi, on va dire. Vraiment 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour, donc je me présente, je suis Bénédicte Monville, je suis conseillère régionale et j'étais à Ménilmontant, je précise. Je viens ici je viens ici pour assister à ce colloque qui est passionnant depuis le début, et merci à Daniel et à la France Insoumise d'organiser ça. Mais aussi parce que je voudrais alerter sur quelque chose sur lequel je me bats depuis un moment et qui pourtant j'arrive absolument pas à mobiliser autour de cette question-là. Valérie Pécresse a supprimé le soutien de la région aux associations qui travaillaient sur la diffusion de la mémoire de l'esclavage dans les lycées. Bon. Je me bats donc depuis 2 ans sur cette question-là. J'ai eu le droit d'être mise au banc par sa majorité, évidemment, à travers un certain nombre de pratiques qu'on connaît bien quand on se bat sur ces questions-là, mais qui sont particulièrement désagréables. Du genre, son vice-président soutient les chantés Noël aux Antilles. Donc moi, j'ai dit, mais enfin, comment ça se fait que vous préfériez soutenir des pratiques bigotes plutôt que la mémoire de l'esclavage, enfin l'enseignement de la mémoire de l'esclavage. Et donc, j'ai reçu une lettre signée par le président du CREFOM, qui est une grande association ultramarine d'Île-de-France, m'accusant d'être raciste, etc. Bon, monsieur que par ailleurs je connais, qui sait très bien que je suis d'origine antillaise moi-même, enfin, etc. Enfin, voilà. Donc, on a essayé cette espèce de retournement, finalement, de la situation où j'aurais été celle qui était raciste et donc j'aurais aucune légitimité